Les fortunes qui n'achetaient pas le bonheur étaient une vérité amère que le baron Augustin de Montaigne connaissait bien. À 42 ans, veuf depuis 5 ans, propriétaire de terres s'étendant sur des kilomètres dans la campagne lyonnaise, il allait découvrir que parfois la lumière que l'on cherche vient justement de là où on l'attend le moins. Et en ce matin d'avril, quand les premiers rayons de soleil touchèrent les collines de son domaine, il n'imaginait pas qu'une simple conversation allait changer le cours de tout. Mais avant que je ne vous raconte comment un homme qui avait tout et rien à la fois trouva ce qui comptait vraiment, il faut que vous compreniez comment nous en sommes arrivés à ce moment décisif. Le baron Augustin se réveilla ce jeudi-là, comme tous les jours depuis le départ de Cécile, avec le poids d'un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Sa demeure à Lyon, une imposante construction de 3 étages avec des jardins qui ressemblaient à des tableaux, était trop silencieuse. Les domestiques savaient qu'il la préférait ainsi. Silence, routine, travail, c'était tout ce qui lui restait. Il s'habillait seul, comme il y tenait, refusant l'aide de Sébastien, son majordome qui attendait devant la chambre. Pantalon de ville gris, chemise blanche impeccablement repassée, bretelles en cuir véritable. À 42 ans, Augustin conservait la posture droite de celui qui était né dans l'aristocratie terrienne de la région. Ses cheveux foncés déjà parsemés de fils argentés aux tempes, le visage marqué par des rides provenant plus du dégoût que de l'âge. Il descendit lentement le grand escalier de marbre, la main glissant sur la rampe sculptée que Cécile admirait tant. Chaque recoin de cette maison ravivait des souvenirs. La véranda où elle brodait les après-midi ensoleillés, la bibliothèque où ils lisaient ensemble, le piano à queue que personne ne jouait plus depuis son départ. 5 ans semblaient à la fois une éternité et un jour seulement. La table du petit déjeuner était dressée avec une précision militaire dans la salle à manger. Nappes en lin blanc, porcelaine fine, couverts en argent étincelant, pain frais, confiture maison, fruits de saison, café fraîchement préparé, tout était parfait, tout était vide. Augustin s'assit au bout de la table, seul à une table qui pouvait accueillir 12 personnes, et se servit du café sans regarder les autres places vides. C'est alors que Sébastien entra, discret comme toujours, mais avec une hésitation inhabituelle dans ses pas. Le majordome avait une 60aine d'années, les cheveux entièrement blancs, un homme qui servait la famille Montaigne depuis plus de 30 ans. Il connaissait Augustin depuis son enfance. « Monsieur le baron », commença Sébastien d'une voix précautionneuse, « pardonnez mon interruption pendant le petit déjeuner, mais il y a une affaire qui requiert votre attention. » Augustin ne leva pas les yeux de sa tasse. « Parlez, Sébastien. » « C'est à propos de la cuisinière, Madame Jeanne. Elle a demandé à vous parler personnellement. Elle a dit que c'était urgent et important. » C'était inhabituel. Madame Jeanne travaillait dans la cuisine du domaine depuis 15 ans, une femme discrète d'une 50aine d'années qui ne demandait jamais d'audience avec le maître. Toute question était toujours résolue par l'intermédiaire de Sébastien ou de la gouvernante. Madame Jeanne, Augustin finit par regarder le majordome. Est-ce que quelque chose de grave s'est passé? Non, monsieur. Du moins, pas du genre que vous imaginez. Elle a juste beaucoup insisté sur le fait qu'elle devait vous parler. Elle a dit que cela ne prendrait pas beaucoup de votre temps. Augustin soupira. Il avait des réunions prévues avec l'intendant du domaine à 9 heures. Ensuite, il devait réviser les contrats d'exportation de café, vérifier les livres comptables, superviser la construction du nouvel entrepôt. Sa journée était méticuleusement planifiée, comme toutes ses journées des 5 dernières années. Structure, ordre, travail, c'était ainsi qu'il maintenait sa santé mentale. Qu'elle vienne maintenant alors, décida-t-il, en reposant sa tasse dans la soucoupe. Plus vite nous réglerons cela, mieux ce sera. Sébastien acquiesça et sortit discrètement. Augustin en profita pour finir son café, bien que la nourriture dans son assiette restât presque intacte. Il n'avait jamais beaucoup d'appétit le matin. En fait, il n'avait jamais beaucoup d'appétit, point final. Quelques minutes plus tard, Madame Jeanne entra dans la salle à manger. C'était une femme robuste de taille moyenne, aux cheveux gris toujours serrés en un chignon strict. Elle portait l'uniforme impeccable de cuisinière, un tablier blanc sur une robe sombre. Mais ce qui attira l'attention d'Augustin, ce fut son expression. Elle semblait nerveuse et déterminée à la fois. « Monsieur le baron », elle fit une révérence respectueuse. « Merci de me recevoir, Madame Jeanne. » Augustin fit un geste pour qu'elle s'approche. « Sébastien m'a dit que vous deviez me parler d'urgence. Quelque chose que je devrais savoir s'est-il passé ?» La cuisinière respira profondément,
les mains entrelacées devant son corps. « Monsieur, je travaille dans cette maison depuis 15 ans. J'ai toujours respecté les règles. J'ai toujours fait mon travail du mieux possible. Oui, et cela a toujours été exemplaire. » acquiesça Augustin, commençant déjà à s'impatienter. « Allez droit au but, s'il vous plaît. »« C'est à propos de ma petite fille, monsieur. » Les mots sortirent d'un trait rapide, comme si Madame Jeanne craignait de perdre son courage si elle tardait trop. Elle a besoin de travail urgemment, et j'ai pensé que peut-être ici, au domaine, il y aurait un poste vacant. Augustin fronça les sourcils. Il n'était pas rare que des employés recommandent des parents pour travailler sur la propriété, mais généralement, ces questions étaient réglées directement avec Sébastien ou l'intendant. Pourquoi Madame Jeanne était-elle venue directement le voir, lui? « Quel âge a votre petite fille ?»« 23 ans, monsieur. C'est une jeune femme travailleuse, honnête, éduquée. Elle sait très bien lire et écrire. Elle a même terminé ses études secondaires. Elle travaillait dans un magasin à Lyon, mais l'établissement a fermé le mois dernier. Depuis, elle cherche un emploi, mais les choses sont difficiles en ville. » Augustin tamboura des doigts sur la table, pensif. « Et quel genre de travail cherche-t-elle? Nous avons des postes en cuisine, à la blanchisserie, aux écuries. » « En fait, monsieur, » Madame Jeanne l'interrompit doucement, « j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être aider à la bibliothèque. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd. La bibliothèque, l'endroit qu'Augustin évitait depuis 5 ans, l'endroit où Cécile passait des heures à cataloguer des livres, à organiser les étagères, à lui lire à voix haute les froides nuits d'hiver. « La bibliothèque, » répéta Augustin, sa voix devenant froide. « Je n'ai pas besoin d'aide à la bibliothèque. » « Pardonnez mon audace, monsieur, mais si vous en avez besoin. » Madame Jeanne ne recula pas, bien que sa voix tremblât légèrement. Cet endroit était fermé depuis des années. Les livres accumulent la poussière, l'humidité pénètre par les fenêtres que personne n'ouvre. C'est un gaspillage, monsieur. Feu la baronne aimait cette bibliothèque. Elle n'aimerait pas la voir ainsi. Les mots frappèrent Augustin comme un coup de poing à l'estomac. Comment cette femme osait-elle parler de Cécile? Comment osait-elle dire ce que sa femme aurait aimé ou non? Mais quand il ouvrit la bouche pour la réprimander sévèrement, il vit l'expression sur le visage de Madame Jeanne. Il n'y avait aucun manque de respect là. Il y avait une inquiétude sincère, et peut-être, juste peut-être, elle avait raison. « Depuis combien de temps votre petite fille est-elle au chômage ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus contrôlée. « 2 mois, monsieur. Elle vit temporairement avec moi, mais je sais qu'elle est trop fière pour accepter la charité longtemps. Elle a besoin de travailler, de gagner sa vie. » Augustin réfléchit un long moment. La bibliothèque était vraiment abandonnée. Il évitait cette pièce comme si elle était maudite, mais il savait qu'il n'était pas juste de laisser des centaines de livres précieux se détériorer. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps d'affronter ce fantôme. « Très bien, » décida-t-il finalement. « Dites à votre petite fille de venir demain à 8 heures du matin. Je veux la rencontrer personnellement avant de prendre une décision. Si elle me semble apte au travail, elle pourra commencer lundi. Le salaire sera juste et elle aura droit à tous les avantages des autres employés. » Le visage de Madame Jeanne s'illumina d'un sourire sincère. « Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Ma Laure est une jeune femme spéciale. »« Laure ?» Augustin répéta le nom. « Alors, à demain, Madame Jeanne. Vous pouvez retourner à votre travail. » La cuisinière fit une autre révérence et sortit de la salle à manger, pratiquement en flottant. Augustin se retrouva seul, regardant le café froid dans la tasse. Qu'avait-il fait? Pourquoi avait-il accepté d'ouvrir précisément cette pièce de la maison? La bibliothèque était l'endroit où les souvenirs de Cécile étaient les plus vifs, les plus douloureux. Mais peut-être Madame Jeanne avait-elle raison. Peut-être Cécile n'aurait-elle vraiment pas aimé voir son sanctuaire de livres détruit par le temps et l'abandon. Elle avait aimé ces livres, elle avait aimé cet espace. Le laisser mourir, ce serait comme laisser mourir une partie d'elle aussi. Augustin se leva de table, le petit déjeuner complètement oublié. Il avait du travail à faire, des réunions à diriger, des décisions à prendre. Le domaine ne s'administrait pas seul, même si son cœur n'était vraiment pas là. La journée passa comme toutes les autres, réunion avec l'intendant pour discuter de la production de café de la récolte actuelle, révision des contrats avec les exportateurs européens, inspection des nouveaux équipements de transformation, conversation avec le contremaître sur la nécessité d'embaucher plus de travailleurs temporaires pour la récolte qui approchait. Chiffres, tableaux, décisions pratiques.
C'était là qu'Augustin enfouissait son esprit pour ne pas penser à autre chose. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, Augustin se retrouva à marcher dans les jardins de la demeure. C'était une habitude qu'il avait, cette promenade solitaire à la fin de la journée. Les jardins étaient vastes, avec des allées de pierre serpentant entre des parterres de roses, de jasmin, d'hortensia. Cécile avait dessiné chaque parterre, choisi chaque plante. Même après sa mort, Augustin maintenait des jardiniers à temps plein pour s'assurer que tout restât exactement comme elle l'avait laissé. Ses pas le menèrent presque inconsciemment jusqu'au pavillon blanc au centre du jardin. C'était l'endroit préféré de Cécile. Là, elle s'asseyait les après-midi d'été, un livre sur les genoux et un sourire aux lèvres. Combien de fois Augustin l'avait-il trouvée là, si absorbée dans sa lecture qu'elle ne l'entendait même pas arriver. Il monta les 3 marches du pavillon et s'assit sur le banc de bois, regardant la maison. De là, il avait une vue parfaite sur la bibliothèque au premier étage. Les rideaux étaient fermés, comme ils l'avaient été pendant 5 ans, les fenêtres verrouillées. La porte avec la clé gardée dans un tiroir du bureau d'Augustin, intouchée depuis l'enterrement. « J'aurais dû vous laisser y entrer », murmura-t-il au vide, parlant à la mémoire de Cécile. « J'aurais dû laisser quelqu'un s'occuper des livres. Vous auriez été triste de voir cet endroit abandonné. Mais ouvrir cette porte, cela signifiait affronter la douleur. Cela signifiait accepter qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle ne serait plus jamais assise dans ce fauteuil vert près de la fenêtre. La lumière du soleil illuminant ses cheveux châtains pendant qu'elle lisait, qu'il n'entendrait plus jamais sa voix douce, lisant des extraits des romans qu'elle aimait tant. La nuit tomba complètement, et Augustin rentra enfin dans la maison. Il dîna seul, comme toujours, un repas élaboré qu'il toucha à peine. Il se retira dans son bureau, où il passa encore 2 heures à réviser des documents et à répondre à des courriers. Travail, toujours le travail. C'était son encre, sa distraction, sa raison de se lever chaque matin. Quand il monta enfin à sa chambre, il était déjà plus de 11 heures du soir. Il se prépara à dormir avec la même routine mécanique que d'habitude, et quand il s'allongea dans le lit trop grand pour une seule personne, il regarda le côté vide, où Cécile dormait habituellement, et s'autorisa, comme il se l'autorisait chaque nuit, quelques minutes de souvenir. Il avait rencontré Cécile à un bal à Paris quand il avait 28 ans, et elle seulement 22. Elle était la fille d'un médecin respecté. Elle n'avait pas la fortune des Montaigne, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux, une intelligence brillante, une bonté sincère et un amour des livres qui rivalisait avec celui d'Augustin. Ils tombèrent amoureux rapidement, se marièrent 6 mois plus tard contre les conseils de sa famille, qui pensait qu'il devrait choisir une épouse de meilleure lignée. Mais Augustin ne le regretta jamais. Cécile avait transformé la demeure en un foyer, elle l'avait remplie de rire, de musique, de vie. La bibliothèque, qui n'était auparavant qu'une pièce avec des étagères, était devenue le cœur de la maison sous ses soins. Elle avait catalogué chaque livre, les avait organisés par auteur et par thème, avait créé un système qui rivalisait avec celui des bibliothèques professionnelles, et, plus important encore, elle lisait pour Augustin. Chaque soir, elle lisait. Puis vinrent 9 années merveilleuses, des voyages en Europe, des dîners avec des amis, des bals, du théâtre, mais aussi des moments simples, des petits déjeuners sur la véranda, des promenades dans les jardins, des conversations profondes sur la philosophie et la littérature. Augustin pensait qu'ils auraient toute une vie ensemble. Il pensait qu'ils vieilliraient côte à côte, entourés de petits-enfants, les cheveux blancs et les mains ridées, toujours entrelacées. Mais alors vint la maladie. Elle commença par de la fatigue, puis un manque d'appétit. Les médecins mirent du temps à diagnostiquer, et quand ils découvrirent enfin le cancer, il était déjà trop tard. Cécile lutta avec tout le courage qu'elle avait, mais en 6 mois, elle était alitée. En 9 mois, elle était partie. Augustin ferma les yeux, repoussant les souvenirs au fond de son esprit, là où il les gardait habituellement enfermés. Il ne servait à rien de revivre le passé, il ne servait à rien de se demander « et si ?» Elle était partie et lui était restée, et il devait continuer à vivre, même si vivre semblait n'être qu'exister mécaniquement. Il dormit mal, comme toujours, se réveillant plusieurs fois pendant la nuit. Quand le soleil se leva enfin, il était déjà debout, se rasant devant le miroir, se préparant pour un nouveau jour. Vendredi, le jour où il rencontrerait Laure, la petite fille de Madame Jeanne. Il descendit pour le petit déjeuner ponctuellement à 7h30. Il mangea peu,
comme toujours, mais but 2 tasses de café fort. À 7h50, il était à son bureau, révisant des documents en attendant. À 8h précises, Sébastien frappa à la porte. « Monsieur le baron, mademoiselle Laure est arrivée. »« Qu'elle entre » dit Augustin, se redressant dans sa chaise derrière le grand bureau en acajou. La porte s'ouvrit et une jeune femme entra. Augustin leva les yeux de ses papiers et resta momentanément paralysé. Non pas parce qu'elle était extraordinairement belle, bien qu'elle fût attirante à sa manière, c'était quelque chose de différent. La façon dont elle se déplaçait peut-être ou l'expression de son visage. Il y avait une sérénité là, un calme qui contrastait avec la nervosité évidente d'être interviewée par le maître. Laure avait une taille moyenne, une constitution délicate mais pas fragile, des cheveux châtains foncés, attachés en une simple queue de cheval, des yeux également châtains qui l'observaient avec une attention respectueuse, mais sans obséquiosité. Elle portait des vêtements simples, mais propres et bien entretenus. Jupe sombre jusqu'aux genoux, chemisier blanc à manches longues, chaussures basses noires. Elle portait une serviette en cuir usée sous le bras. « Bonjour, monsieur le baron. » Elle fit une légère révérence. « Je suis Laure Dubois, petite fille de madame Jeanne. Merci beaucoup de me recevoir. » La voix était douce, mais claire, éduquée. Augustin fit un geste pour qu'elle s'asseyît sur la chaise devant le bureau. « Mademoiselle Laure, votre grand-mère m'a dit que vous cherchiez un emploi. »« Oui, monsieur. » Elle s'assit, la posture droite, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai travaillé pendant 3 ans dans une librairie à Lyon, mais malheureusement l'établissement a fermé. Depuis, je cherche un autre poste. »« Une librairie ?» répéta Augustin, intéressé malgré lui. « Et que faisiez-vous là exactement ?»« De tout un peu, monsieur. Service client, organisation du stock, catalogage de nouveaux livres, contrôle des inventaires, commandes. Le propriétaire était âgé et j'ai fini par prendre beaucoup de responsabilités dans les derniers mois avant la fermeture. » Elle hésita, puis ajouta. « J'adore les livres, monsieur. J'ai toujours aimé. J'ai grandi en lisant tout ce que je pouvais trouver. Ma grand-mère m'a toujours encouragé, même quand nous avions peu d'argent. Elle disait que les livres étaient un investissement, pas une dépense. » Il y avait une passion sincère dans sa voix quand elle parlait de livres. Augustin reconnaissait cela. Cécile avait la même lueur dans les yeux quand elle discutait de littérature. Il se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, madame Jeanne avait raison de suggérer que sa petite-fille travaille à la bibliothèque. « Votre grand-mère a mentionné que vous saviez bien lire et écrire. Avez-vous terminé vos études ?»« Oui, monsieur. J'ai terminé mes études secondaires il y a 5 ans. J'aurais aimé aller à l'université, mais les circonstances ne l'ont pas permis. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste l'acceptation de la réalité. « Mais je continue d'étudier par moi-même. Je lis beaucoup, chaque fois que je peux. » Augustin s'adossa à sa chaise, l'étudiant. « Et qu'aimez-vous lire ?» La question sembla la prendre par surprise, mais un petit sourire effleura ses lèvres. « De tout, pour être honnête, mais j'ai une préférence pour les classiques français. Honoré de Balzac, Émile Zola, Colette. J'aime aussi beaucoup la poésie. »« La poésie » murmura Augustin. Cécile aimait aussi la poésie. Elle avait une collection entière de poètes français et étrangers. « Quel poète préférez-vous »« Victor Hugo » répondit Laure sans hésiter. « Surtout ses poèmes sur la persévérance et les épreuves de la vie. Il y a quelque chose dans sa façon d'écrire, sur les obstacles et la ténacité, qui m'a toujours profondément touché. » Augustin acquiesça lentement. Il commençait à comprendre pourquoi madame Jeanne avait tant insisté pour que sa petite-fille travaille spécifiquement à la bibliothèque. Ce n'était pas juste une jeune femme cherchant n'importe quel emploi. C'était quelqu'un qui comprenait et appréciait réellement les livres. « Votre grand-mère a suggéré que vous travailliez à la bibliothèque de cette maison, » dit-il finalement. « Je dois être honnête avec vous, mademoiselle Laure. Cette bibliothèque est fermée depuis 5 ans. Ma défunte épouse s'en occupait, mais depuis son décès, personne n'y est entré. Les conditions ne doivent pas être bonnes. Ce sera un travail difficile, surtout au début. »« Je comprends, monsieur. » Laure répondit calmement. « Et je suis désolé pour votre perte. Ma grand-mère a parlé de la baronne avec beaucoup d'affection. Elle a dit que c'était une personne merveilleuse. » Augustin sentit un pincement au cœur, mais garda sa contenance. Elle l'était vraiment. Il s'éclaircit la gorge. Le travail consisterait à restaurer la bibliothèque à l'état où elle était auparavant. Nettoyer, organiser,
cataloguer, vérifier l'état des livres, identifier ceux qui ont besoin de réparation. C'est une collection de plus de 2000 volumes. Cela prendra des mois. Je suis prête à travailler le temps qu'il faudra, monsieur, dit Laure fermement. Et je vous promets que je prendrai soin de chaque livre comme s'il s'agissait d'un trésor, car pour moi, ils le sont vraiment. Il y avait une sincérité absolue dans sa voix. Augustin prit sa décision. Très bien, le poste est à vous si vous le souhaitez. Vous commencerez lundi à 8 heures du matin. Sébastien, mon majordome, vous montrera la bibliothèque et vous fournira tout ce dont vous aurez besoin. Matériel de nettoyage, gants, échelles, tout ce qui sera nécessaire. Le salaire sera de 2000 € par mois, avec une augmentation après 3 mois si le travail est satisfaisant. Vous aurez droit à une indemnité de transport et à 2 repas quotidiens à la maison. Avez-vous des questions? Laure cligna des yeux, clairement surprise par la générosité des conditions. Non, monsieur. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. J'espère que non. Augustin se leva, signalant la fin de l'entretien. Sébastien s'occupera des formalités nécessaires. À lundi, mademoiselle Laure. Elle se leva également, faisant une autre révérence respectueuse. À lundi, monsieur le baron, et merci encore. Quand la porte se referma derrière elle, Augustin resta immobile un long moment, regardant l'endroit où elle avait été assise. Il venait d'embaucher quelqu'un pour ouvrir la bibliothèque, pour toucher aux affaires de Cécile, pour perturber la paix silencieuse de ce mausolée qu'il avait créé. Une partie de lui voulait courir après Laure et tout annuler, dire qu'il avait changé d'avis, que la bibliothèque resterait fermée pour toujours. Mais une autre partie de lui, une partie petite mais persistante, murmurait que peut-être c'était nécessaire, que peut-être 5 ans de deuil étaient suffisants. Le week-end passa lentement. Augustin essaya de maintenir sa routine normale, mais il se surprit à penser à plusieurs reprises au lundi, à la bibliothèque qui s'ouvrirait, à Laure entrant dans cet espace sacré. Comprendrait-elle l'importance de cet endroit? Traiterait-elle les livres avec le respect qu'ils méritaient? Le samedi soir, après le dîner, Augustin fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 5 ans. Il monta au premier étage, traversa le couloir jusqu'à la double porte en chêne sculptée qui menait à la bibliothèque et s'arrêta là. La clé était dans la poche de son gilet. Il la serrait si fort que les bords s'enfonçaient dans sa paume, mais il ne put tourner la serrure. Non, encore lundi. Laure ouvrirait lundi, et lui, il ne savait pas s'il aurait le courage d'être présent quand cela arriverait. Le dimanche fut encore pire. Il se leva tôt, alla à la messe à la chapelle du domaine, comme chaque dimanche, mais il prêta à peine attention au sermon du prêtre. Son esprit était bloqué sur la bibliothèque, sur Cécile, sur Laure, sur tout ce qui était sur le point de changer. L'après-midi, il se promena dans les jardins et finit de nouveau au pavillon. Il s'y assit, regardant la demeure, les fenêtres fermées de la bibliothèque. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit de ressentir vraiment non seulement la douleur de la perte, mais aussi la colère. La colère d'avoir été laissé seul, la colère que Cécile soit partie si jeune, si tôt, la colère que la vie continue sans elle. Et puis, lentement, la colère céda la place à quelque chose de différent. La fatigue. Une fatigue profonde de porter tout ce poids seul, de tout maintenir exactement tel quel, comme si figer le temps pouvait la ramener. Peut-être, murmura-t-il au vent, peut-être est-il temps de lâcher prise. Non, mon amour, jamais toi. Mais cette douleur que je porte comme une pénitence, peut-être est-il temps. Le lundi arriva, froid et nuageux. Augustin se réveilla avant l'aube, incapable de dormir, se prépara avec son soin habituel, mais ses mains tremblaient légèrement en boutonnant sa chemise. Aujourd'hui, la bibliothèque serait ouverte. Il descendit pour le petit déjeuner et trouva Sébastien qui l'attendait déjà. « Monsieur le baron, mademoiselle Laure est arrivée il y a quelques minutes. Elle attend dans le hall d'entrée. »« Ponctuelle » commenta Augustin, appréciant cela. « Conduisez-la à la bibliothèque. Donnez-lui la clé et montrez-lui où sont rangés les produits de nettoyage. Et, » Sébastien hésita, « restez avec elle dans la bibliothèque pendant la première heure, juste pour vous assurer qu'elle s'installe correctement. »« Oui, monsieur. » Sébastien hésita également. « Et vous, monsieur, ne souhaiteriez-vous pas l'accompagner pour cette première visite ?» Augustin secoua la tête. « Non, pas encore. Peut-être jamais, » ajouta-t-il silencieusement. « J'ai du travail au bureau. Si elle a besoin de quelque chose, qu'elle vienne me voir. »
Après le petit déjeuner, Augustin s'enferma dans son bureau. Il essaya de travailler, de réviser des contrats, de vérifier des tableaux, mais son esprit n'était pas là. Il était à l'étage, imaginant Laure ouvrant les doubles portes, entrant dans cet espace resté intouché si longtemps, imaginant la poussière qui se lèverait, l'odeur de vieux livres et d'air confiné, les rideaux s'ouvrant pour la première fois en 5 ans. 2 heures plus tard, Sébastien frappa à la porte du bureau. « Monsieur le baron, mademoiselle Laure souhaiterait vous parler si vous avez un moment. » Augustin sentit son estomac se nouer. Que s'était-il passé? Avait-elle abandonné en voyant l'état de la bibliothèque? Ou pire, avait-elle endommagé quelque chose? « Qu'elle monte, dit-il. Sa voix était plus dure qu'il ne l'avait voulu. Laure entra quelques instants plus tard. Elle avait de la poussière dans les cheveux et sur les vêtements, les mains protégées par des gants de coton. Mais son visage était rougi d'excitation, pas de découragement. « Monsieur le baron, commença-t-elle, et il y avait un enthousiasme sincère dans sa voix. La bibliothèque est magnifique, absolument magnifique. La collection est l'une des meilleures que j'ai jamais vues en dehors d'une bibliothèque publique. Il y a des premières éditions, des livres rares, une organisation qui a dû prendre des années à être créée. » Augustin sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Mon épouse a consacré beaucoup de temps à cette bibliothèque. C'était sa passion. »« C'est évident, » dit Laure doucement. « Chaque livre a été choisi avec soin, chaque étagère organisée avec amour. C'est un héritage extraordinaire, monsieur. »« Et l'état des livres ?» demanda Augustin, craignant la réponse. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, sincèrement. Il y a de l'humidité dans certaines zones. Quelques reliures auront besoin de réparation, mais dans l'ensemble, ils ont été bien conservés. Le fait que les rideaux soient restés fermés a protégé de nombreux volumes de la lumière directe. Ce fut involontairement une bonne décision. » Augustin se sentit soulagé. « Et de quoi avez-vous besoin pour commencer le travail correctement ?» Laure sortit un petit carnet de sa serviette. « J'ai fait une liste. Des chiffons doux pour le nettoyage, des produits spécifiques pour le cuir, des boîtes pour séparer les livres, qui nécessitent des réparations spécialisées, des fiches pour la catalogation. Je suggère également d'installer un déshumidificateur dans les zones les plus affectées. » Elle était organisée, professionnelle. Augustin appréciait cela. « Donnez la liste à Sébastien. Il s'occupera de tout aujourd'hui même. »« Quoi d'autre ?»« La permission d'ouvrir les fenêtres quotidiennement, » dit Laure. « La bibliothèque a besoin de respirer. L'air stagnant n'est pas bon pour les livres. » C'était plus difficile. Des fenêtres ouvertes signifiaient le changement, le mouvement, la vie. Cela signifiait rompre le silence. Mais Augustin savait qu'elle avait raison. « Vous avez la permission, » dit-il finalement. « Merci, monsieur. » Laure hésita puis ajouta. « Il y a autre chose que je voudrais mentionner. J'ai trouvé un carnet dans un des tiroirs du bureau. Il semble personnel, avec des notes sur les livres, des commentaires, des critiques. Je n'ai rien lu au-delà des premières lignes, mais j'ai pensé que vous voudriez le garder dans un endroit plus privé. » Le journal de lecture de Cécile. Augustin avait oublié qu'elle gardait cela, un registre de chaque livre qu'elle lisait, ses impressions, ses réflexions. « Apportez-le-moi, » dit-il d'une voix rauque, « s'il vous plaît. » Laure acquiesça et sortit. Quelques minutes plus tard, elle revint, apportant un carnet à couverture de cuir marron usé par l'usage. Elle le posa délicatement sur le bureau et recula. Augustin regarda le carnet sans le toucher. La dernière fois qu'il l'avait vu, Cécile était encore vivante, écrivant ses dernières notes avant que la maladie n'empire. Il n'avait pas la force de l'ouvrir maintenant. Peut-être ne l'aurait-il jamais. « Merci, mademoiselle Laure, dit-il finalement. Vous pouvez retourner au travail. » Et Laure, elle s'arrêta à la porte, se retournant. « Merci de prendre soin de ses affaires avec tant de respect. » Un petit sourire effleura les lèvres de la jeune femme. « C'est un honneur, monsieur, vraiment. » Quand elle sortit, Augustin resta à regarder le carnet. Finalement, les mains tremblantes, il l'ouvrit à la dernière page écrite. L'écriture de Cécile, encore ferme en ses jours, avant que la maladie ne lui retire complètement ses forces. « J'ai terminé Madame Bovary aujourd'hui. Gustave Flaubert écrivait que la vie est profondément complexe. J'y pense, tandis que mon corps faiblit. Complexe, oui, mais aussi merveilleuse. Je ne regrette aucun moment de cette vie que j'ai vécue, aucun moment avec Augustin. Si je pouvais choisir à nouveau, je choisirais tout exactement pareil, même en connaissant la fin. L'amour vaut tous les risques.
Des larmes coulèrent sur le visage d'Augustin, les premières qu'il se permettait depuis l'enterrement. Il ferma le carnet avec soin et le rangea dans le tiroir supérieur de son bureau, où il pourrait être près de lui chaque fois qu'il en aurait besoin. Les jours suivants développèrent une nouvelle routine. Laure arrivait ponctuellement à 8 heures, montait à la bibliothèque et travaillait jusqu'à midi, puis elle descendait déjeuner avec les autres employés dans la cuisine. Ensuite, elle revenait et restait jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Augustin l'apercevait à peine quand elle passait dans le couloir ou quand elle venait occasionnellement à son bureau avec une question ou une demande. Mais même sans la voir constamment, il sentait la différence dans la maison. Il y avait de nouveaux sons des pas légers à l'étage, le glissement des livres retirés des étagères, des fenêtres qui s'ouvraient. La maison commençait à respirer à nouveau. Une semaine plus tard, Madame Jeanne apparut dans le bureau d'Augustin avec le thé de l'après-midi, comme elle le faisait quotidiennement. Mais au lieu de simplement déposer le plateau et de partir, elle hésita. « Y a-t-il un problème, Madame Jeanne ?» demanda Augustin, levant les yeux de ses documents. « Non, monsieur. Je voulais juste vous remercier encore une fois d'avoir donné cette opportunité à Malor. Elle est si heureuse. Elle parle des livres avec tant d'enthousiasme chaque soir. Je sens qu'elle a trouvé sa place. » Augustin acquiesça. C'est une excellente travailleuse, très méticuleuse et dévouée. C'est une bonne jeune femme, dit Madame Jeanne avec fierté. Elle a eu une vie difficile, vous savez. Elle a perdu ses parents, jeunes dans un accident de voiture quand elle n'avait que 10 ans. Je l'ai élevée seule avec mon salaire de cuisinière. Nous n'avons pas pu lui donner toutes les opportunités qu'elle méritait. Mais je lui ai toujours donné de l'amour et des livres. C'étaient les deux choses que nous pouvions offrir. Augustin ne le savait pas. Il regarda la cuisinière avec un nouveau respect. C'était très courageux de votre part de l'élever seule. Ce n'était pas du courage, monsieur, c'était de l'amour. Quand on aime, on fait ce qui était nécessaire. Elle sourit doucement. Tout comme vous, monsieur, en maintenant vivante la mémoire de la baronne à travers les jardins, la bibliothèque. C'est une autre forme d'amour. Les mots restèrent avec Augustin après le départ de Madame Jeanne. Était-ce cela qu'il faisait ? Maintenir Cécile vivante par la préservation du passé, ou se refusait-il simplement à avancer? 2 semaines passèrent. Augustin maintenait ses distances avec la bibliothèque, mais demandait occasionnellement à Sébastien des nouvelles des progrès. Le majordome répondait toujours que Laure faisait un travail extraordinaire, que la bibliothèque était en train d'être transformée. Ce fut un mercredi pluvieux que tout changea. Augustin était à son bureau, essayant de se concentrer sur une lettre difficile pour un client à Bruxelles, quand il entendit quelque chose qui le fit s'arrêter complètement. De la musique. Quelqu'un jouait du piano. Son cœur s'emballa. Personne n'avait touché ce piano depuis la mort de Cécile. Il avait spécifiquement ordonné que personne ne le touche. C'était le sien, rien que le sien. Il se leva brusquement, la colère bouillonnant dans ses veines. Comment quelqu'un osait-il désobéir à ses ordres? Il marcha hors du bureau, suivant le son de la musique jusqu'au salon de musique au rez-de-chaussée. Il s'arrêta à la porte, prêt à réprimander sévèrement quiconque s'y trouvait, mais les mots moururent dans sa gorge. C'était Laure. Elle était assise au piano, les yeux fermés, les doigts dansant doucement sur les touches, et la musique qui en coulait était la sonate au clair de lune de Beethoven, la pièce préférée de Cécile. Augustin resta paralysé, des souvenirs inondant son esprit. Cécile assise sur ce même banc, jouant cette même musique les soirs d'hiver, lui-même assis dans le fauteuil voisin, l'observant, hypnotisé par la grâce de ses mouvements, par la beauté de la musique qu'elle créait. Laure termina la pièce et seulement alors ouvrit les yeux. Elle eut un sursaut en voyant Augustin immobile à la porte, le visage pâle, l'expression indéchiffrable. « Monsieur le baron !» Elle se leva rapidement, clairement effrayée. « Je ne savais pas que vous étiez ici, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû jouer sans permission. » « Pourquoi ?» La voix d'Augustin sortit rauque. « Pourquoi avez-vous joué cette musique spécifiquement ?» Laure sembla confuse par l'intensité de sa réaction. « J'ai trouvé des partitions dans la bibliothèque. Celle-ci était annotée. Il semblait que quelqu'un la jouait fréquemment. C'est une belle pièce, alors j'ai pensé. Mais je n'aurais pas dû présumer. Je suis désolé, sincèrement. » Augustin respira profondément, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de le submerger. C'était la musique préférée de mon épouse. Elle la jouait constamment. Le visage de Laure pâlit. « Oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé, monsieur, je ne la jouerai plus. »
Vous jouez bien, dit Augustin se surprenant lui-même. Très bien, en fait. Où avez-vous appris? Ma mère m'a appris avant de décéder, répondit Laure doucement. Elle était professeure de musique. C'est l'un des rares souvenirs que j'ai d'elle, les leçons de piano, ses mains guidant les miennes. Augustin acquiesça lentement. Une perte de plus. Une personne de plus portant le poids de l'absence. Depuis combien de temps n'avez-vous pas joué? Des années, monsieur. Je n'ai pas de piano. J'ai vu celui-ci et je n'ai pas pu résister. C'était mal de ma part. Augustin regarda le piano à queue recouvert du drap protecteur que Laure avait retiré. 5 ans de silence. 5 ans d'une partie vitale de la maison restée muette. Non, dit-il finalement. Ce n'était pas mal, en fait. Il hésita, luttant contre tous les instincts qui lui disaient de garder tout tel quel. En fait, vous pouvez jouer quand vous voulez. Le piano a besoin d'être utilisé. La musique est faite pour être jouée, pas pour être réduite au silence. Êtes-vous sûr, monsieur? Laure semblait hésitante. Je le suis. Et étonnamment, il l'était vraiment. Entendre cette musique à nouveau avait fait mal, oui, mais cela avait aussi réveillé quelque chose en lui. Un souvenir non seulement de la perte, mais de la beauté qui avait existé avant elle. Cécile n'aurait pas voulu que le piano reste silencieux pour toujours. Elle aurait voulu que la musique continue. Laure acquiesça, semblant toujours incertaine. « Merci, monsieur le baron. C'est très généreux de votre part. » Augustin retourna à son bureau, mais ne put plus se concentrer sur son travail. Cette musique avait réveillé quelque chose en lui. Des souvenirs, oui, mais aussi des questions. Honorait-il réellement Cécile en gardant tout figé dans le temps, ou se punissait-il simplement? Ce soir-là, pendant son dîner solitaire, Augustin prit une décision. Il était temps de visiter la bibliothèque. Il ne pouvait plus éviter cet endroit pour toujours. Et si Laure faisait un travail aussi bon que Sébastien le rapportait, il devait au moins le voir. Le lendemain matin, jeudi, Augustin monta au premier étage. Ses pas ralentirent à mesure qu'il s'approchait des doubles portes de la bibliothèque. Il pouvait entendre du mouvement à l'intérieur. Laure travaillait. Il s'arrêta devant les portes, la main levée pour frapper, le cœur battant fort. Il frappa doucement. Le mouvement à l'intérieur cessa. Puis des pas s'approchèrent. La porte s'ouvrit et Laure apparut, surprise de le voir. « Monsieur le baron. Bonjour. »« Bonjour, mademoiselle Laure. J'ai pensé qu'il était peut-être temps de voir les progrès que vous avez faits. Puis-je entrer ? » ?»« Bien sûr, s'il vous plaît. » Elle s'écarta, ouvrant complètement la porte. Augustin entra et dut s'arrêter, absorbant simplement la vue. La bibliothèque était transformée. Les rideaux étaient ouverts, laissant entrer la lumière du soleil en torrent doré. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer l'air frais qui portait le parfum des jardins. Les étagères en bois précieux brillaient, clairement nettoyées et polies avec soin. Les livres étaient parfaitement organisés, certains avec de petites fiches, signalant des œuvres qui nécessitaient des réparations. Le bureau de Cécile était propre, mais non vide. Il y avait un vase avec des fleurs fraîches, un détail délicat qui serra le cœur d'Augustin. « Les fleurs, murmura-t-il. D'où viennent-elles ? » « Du jardin, monsieur, répondit Laure doucement. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai pensé que l'espace avait besoin d'un peu de couleur, de vie. Si c'est inapproprié, je peux les retirer. Augustin secoua la tête, incapable de parler. Cécile gardait toujours des fleurs fraîches dans la bibliothèque. Elle disait que les livres et les fleurs étaient les deux plus belles choses du monde et méritaient d'être ensemble. Il marcha lentement dans la pièce, les doigts touchant légèrement les dos des livres. Il reconnaissait chacun d'eux. Eugénie Grandet, première édition, des livres avec des reliures en cuir, des éditions annotées par Cécile elle-même, des souvenirs dans chaque volume. « Vous avez fait un travail extraordinaire, dit-il finalement. Sa voix était chargée d'émotion. C'est exactement comme elle l'entretenait, comme elle l'aurait voulu. Laure sourit doucement. C'était facile de voir comment cela devait être. Chaque objet, chaque livre était placé avec tant de soin. J'ai seulement eu besoin de restaurer, pas de réinventer. » Augustin se tourna vers elle. « Vous ne la connaissiez pas, mais d'une certaine manière, vous avez compris qui elle était à travers cet espace. » « Les espaces que nous créons en disent long sur nous, dit-elle, et cet espace révèle une femme d'une grande intelligence, sensibilité et amour des livres. Elle devait être une personne extraordinaire. » « Elle l'était, » acquiesça Augustin,
sentant des larmes presser derrière ses yeux. Elle l'était absolument extraordinaire. Ils restèrent dans un silence confortable un instant, chacun absorbé dans ses propres pensées. Puis Augustin remarqua une pile de livres sur la table de travail que Laure avait improvisée. « Sur quoi travaillez-vous maintenant ?»« Je fais un nouveau catalogue complet », expliqua Laure, se dirigeant vers la table. « L'original que votre épouse a créé est magnifique, mais j'ai pensé qu'il serait utile d'avoir une copie mise à jour, enregistrant notamment quels livres ont besoin de réparation et quel est l'état de conservation de chacun. » Elle prit un grand carnet, où elle avait écrit d'une calligraphie impeccable. Augustin le feuilleta impressionné par le niveau de détail. Chaque livre avait une entrée avec titre, auteur, édition, année de publication, état de conservation et observation. C'était un travail méticuleux, professionnel. « Cela doit prendre des semaines, observa-t-il. « Ça ne me dérange pas, dit Laure avec un sourire. Pour moi, ce n'est pas du travail quand il s'agit de livres, c'est de la joie. » Augustin se surprit à sourire aussi. Le premier sourire sincère depuis longtemps. Cécile disait la même chose, que travailler avec des livres n'était jamais vraiment du travail. Elle avait raison. Laure hésita puis demanda « Monsieur, si ce n'est pas trop présomptueux de ma part, pourriez-vous me parler d'elle, de comment était la bibliothèque quand elle s'en occupait ?» La question prit Augustin au dépourvu. Personne ne lui demandait de parler de Cécile. Les gens évitaient le sujet, mal à l'aise avec le deuil d'autrui. Mais Laure demandait avec une sincérité authentique, sans pitié ni gêne. « Elle a transformé cet endroit, » commença Augustin lentement, regardant autour de lui. « Quand nous nous sommes mariés, ce n'était qu'une pièce avec des étagères, jolie mais sans âme. Cécile y a apporté la vie. Elle a catalogué chaque livre, créé un système d'organisation qui rivalisait avec les bibliothèques professionnelles et lisait constamment. Parfois, je la trouvais ici à 3 heures du matin, si absorbée dans un livre qu'elle ne remarquait même pas le temps passé. » Il marcha jusqu'au fauteuil vert près de la fenêtre. C'était son endroit préféré. La lumière ici est parfaite pour la lecture l'après-midi. Elle s'asseyait ici avec un livre et un thé et restait des heures. Et les soirs d'hiver, nous lisions ensemble. Elle à voix haute, moi écoutant. Ce fut une des choses qui me manquent le plus, sa voix lisant les mots des grands écrivains. Laure écoutait en silence respectueux, le laissant parler sans interruption. Elle avait des opinions fortes sur la littérature, continua Augustin, se permettant de plonger dans les souvenirs. Nous étions constamment en désaccord sur Balzac. Je trouvais Eugénie Grandet un personnage trop naïf. Elle trouvait Madame Bovary mal comprise. Nous passions des heures à débattre, sans jamais arriver à un consensus, mais appréciant les perspectives de l'un et de l'autre. Cela a dû être merveilleux, dit Laure doucement. Avoir quelqu'un avec qui partager cette passion, ça l'était, c'était. Augustin soupira. Quand elle est tombée malade, elle a continué à venir ici tant qu'elle en a eu la force. Même dans les derniers mois, quand elle pouvait à peine marcher, elle demandait à être amenée ici. Elle disait que les livres la réconfortaient, qu'être entourée de toutes ces histoires, de toutes ces vies, rendait sa propre vie moins éphémère. Il se tourna vers Laure. Après sa mort, je ne pouvais plus entrer ici. C'était trop douloureux. Chaque livre était un souvenir. Chaque recoin de l'espace criait son absence. Alors j'ai fermé les portes à clé et jeté la clé métaphoriquement. « Et maintenant » demanda Laure gentiment. « Comment vous sentez-vous d'être ici maintenant ?» Augustin réfléchit attentivement avant de répondre. « Ça fait toujours mal, admit-il. Mais c'est une douleur différente, moins aiguë, plus douce comme la douleur d'un muscle qui commence à guérir après une blessure. Ça fait toujours mal, mais ce n'est plus insupportable. » Laure acquiesça, compréhensive. « Ma grand-mère m'a dit un jour que le deuil ne consiste pas à oublier ou à cesser d'aimer. Il s'agit d'apprendre à porter l'amour d'une manière différente, non plus en présence de la personne, mais dans nos souvenirs, dans nos cœurs. »« Votre grand-mère est une femme sage, » dit Augustin. Et puis, se surprenant lui-même, il demanda « Vous déjeunez avec les employés dans la cuisine, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, si cela ne vous dérange pas, je voudrais que vous déjeuniez avec moi dans la salle à manger. Ce serait bien d'avoir de la compagnie, et j'aimerais en savoir plus sur votre travail ici, sur les livres que vous trouvez. » Laure parut sincèrement surprise. « Je serais honoré, monsieur. Merci beaucoup. » Et ainsi commença une nouvelle phase. Tous les jours à midi, Laure descendait de la bibliothèque et rejoignait Augustin pour le déjeuner. Au début,
Les conversations étaient formelles, axées sur le travail. Laure rendait compte de ses progrès, discutait de découvertes intéressantes parmi les livres, demandait des conseils sur des questions spécifiques. Mais progressivement, à mesure que les jours devinrent des semaines, les conversations devinrent plus personnelles. Augustin se surprit à raconter des histoires de sa jeunesse, de voyages qu'il avait faits avec Cécile en Europe, de bals mémorables à Paris. Laure, à son tour, partageait des souvenirs de sa propre enfance, de sa mère, de la façon dont elle avait appris à aimer les livres, même au milieu de la pauvreté. Ma mère disait souvent que les livres étaient des passeports pour des lieux que nous ne pourrions jamais visiter en vrai, raconta Laure lors d'un de ses déjeuners. Nous n'avions pas d'argent pour voyager, mais à travers les livres, nous avons connu Rome, Berlin, l'Afrique du Nord. Elle m'enseignait la géographie à travers des romans d'aventure, l'histoire à travers des biographies. Une professeure extraordinaire, commenta Augustin. Elle l'était. Je suis désolé qu'elle soit morte si jeune. Elle n'avait que 35 ans et mon père 38. Tous deux sont partis en un instant, dans un accident qu'ils n'ont pu ni prévoir ni éviter. La tristesse dans sa voix était palpable, mais non dévorante. C'était la tristesse de quelqu'un qui avait appris à vivre avec la perte. « Comment avez-vous géré cela ?» demanda Augustin. « Si jeune, perdre les deux parents d'un coup ?» Laure réfléchit un instant. « Honnêtement, je pense que ce sont les livres qui m'ont sauvé. Ma grand-mère m'a donné un foyer, de l'amour, des soins, mais les livres m'ont offert une échappatoire quand la douleur était trop forte, de la compagnie quand je me sentais seul, de la sagesse quand je ne savais pas comment avancer. Et finalement, au fil des ans, la douleur aiguë s'est transformée en une douce mélancolie. Il me manque toujours chaque jour, mais j'ai appris à avancer. »« C'est le secret, alors, » murmura Augustin. « Avancer sans oublier. »« Je crois que oui, monsieur. » Les semaines se transformèrent en mois. La bibliothèque était presque entièrement restaurée. Laure avait catalogué les 2300 volumes, identifié ceux qui nécessitaient des réparations spécialisées, tout organisé selon le système que Cécile avait créé. Plus importante encore, elle avait ramené la vie dans cet espace. Les fenêtres restaient ouvertes quotidiennement, les fleurs étaient changées régulièrement, et il y avait un sentiment de soin constant qui transcendait le simple nettoyage. Augustin commença à visiter la bibliothèque régulièrement, au début, juste quelques minutes par jour, puis 1 heure. Finalement, il y passa certaines après-midi à travailler, utilisant le bureau qui avait été celui de Cécile. Laure travaillait silencieusement dans son coin, cataloguant, organisant, et sa présence était étrangement réconfortante. Un après-midi, 3 mois après le début du travail de Laure, Augustin était assis dans le fauteuil vert, feuilletant un livre de poésie d'Albert Camus que Cécile aimait. Quand Laure s'approcha, hésitante. « Monsieur le baron, puis-je vous montrer quelque chose ?»« Bien sûr. » Il ferma le livre. Laure apporta une vieille boîte en bois. « J'ai trouvé ceci derrière quelques encyclopédies sur l'étagère supérieure. C'était bien caché, comme si cela avait été rangé exprès. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai pensé que je devais d'abord vous la montrer. » Augustin prit la boîte, la reconnaissant immédiatement. C'était celle de Cécile. À l'intérieur devait se trouver. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Des lettres, des dizaines de lettres qu'il avait écrites à Cécile pendant leur fiançailles, lorsqu'ils voyageaient en Europe pour s'occuper des affaires familiales. « Elle les a toutes gardées », murmura-t-il en prenant une des lettres. Il reconnaissait sa propre écriture plus jeune, les mots passionnés d'un homme de 28 ans, follement amoureux. Je ne savais pas qu'elle les avait gardées. Laure s'éloigna discrètement, lui donnant de l'intimité, mais Augustin la rappela. « Ne partez pas, s'il vous plaît. Je crois que j'aimerais partager ceci avec quelqu'un. » Il ouvrit une des lettres au hasard et commença à lire à voix haute. « Ma chère Cécile, Paris est magnifique, mais sans toi à mes côtés, toute sa beauté semble vide. Je me promène sur les rives de la Seine et je t'imagine ici avec moi. Je visite le Louvre et je pense aux œuvres que tu aimerais. Tout ce que je vois, tout ce que j'expérimente, reste incomplet sans toi pour le partager. Je compte les jours jusqu'à mon retour. » Sa voix se brisa sur la dernière phrase. Laure s'approcha et lui toucha gentiment l'épaule. Un simple geste de réconfort qui signifiait plus que les mots ne pourraient exprimer. « Elle savait à quel point vous l'aimiez, » dit Laure doucement. « Elle a gardé chaque lettre, chaque mot. On ne fait pas cela avec quelque chose que l'on ne valorise pas profondément. » Augustin acquiesça, incapable de parler. Il rangea soigneusement la lettre dans la boîte. «
Je vais emporter ceci dans ma chambre. Merci de l'avoir trouvé, Laure, et d'être toujours là, monsieur. » Cette nuit-là, Augustin lut toutes les lettres, revit l'homme qu'il avait été, jeune, amoureux, plein de rêves et de projets, et réalisa avec un serrement au cœur que cet homme était mort avec Cécile. Ce qui restait était une coquille, traversant les mouvements de la vie sans réellement vivre. Mais au cours des derniers mois, quelque chose avait changé. Les conversations avec Laure, la bibliothèque restaurée, la musique de retour dans la maison, les livres lus à nouveau, de petits changements, mais significatifs. Et Augustin réalisa que peut-être, juste peut-être, il était possible de vivre à nouveau sans trahir la mémoire de Cécile. Le lendemain était vendredi. Pendant le déjeuner, Augustin prit une décision qu'il considérait depuis des semaines. « Laure, avez-vous déjà terminé le travail à la bibliothèque ?»« Presque complètement, monsieur. Encore une semaine et tout sera terminé. Les livres qui nécessitaient des réparations ont déjà été envoyés aux spécialistes à Paris. Ils devraient revenir le mois prochain. »« Et après, que comptez-vous faire ?» Laure parut surprise par la question. « Eh bien, j'imaginais que je chercherais un autre emploi, bien que cet endroit me manquera beaucoup. » Augustin respira profondément. « Et si vous n'aviez pas besoin de chercher? Et si je vous offrais un poste permanent ici, non seulement comme gardienne de la bibliothèque, mais comme bibliothécaire officielle du domaine? Quelqu'un pour entretenir l'espace, organiser des événements de lecture, peut-être même créer une petite bibliothèque communautaire pour les gens de la région. » Les yeux de Laure s'écarquillèrent. « Monsieur, ce serait merveilleux, mais c'est très généreux. Je ne sais pas si je le mérite. »« Vous le méritez, et plus encore, » dit Augustin fermement. « Vous avez rendu la vie à cet endroit, pas seulement à la bibliothèque, mais à toute cette maison. La musique est revenue, les fenêtres sont ouvertes, il y a des fleurs sur les tables et moi. Moi, j'ai recommencé à vivre, pas seulement à exister. C'est inestimable. » Laure était clairement émue. « J'accepte avec beaucoup de plaisir et de gratitude. J'accepte. » Et ainsi fut décidé. Laure deviendrait une partie permanente du domaine, avec un salaire substantiel et un petit appartement sur les terres du domaine qui serait rénové pour elle. Madame Jeanne était radieuse de la nouvelle, heureuse que sa petite-fille ait trouvé non seulement un emploi, mais une véritable vocation. Les mois suivants apportèrent d'autres changements. Laure mit en œuvre sa vision d'une bibliothèque communautaire, ouvrant les portes de la demeure un après-midi par semaine, afin que les gens de la région puissent venir emprunter des livres. Augustin résista initialement à l'idée d'étrangers dans sa maison, mais finit par être surpris de découvrir qu'il aimait voir la bibliothèque pleine de vie, des enfants émerveillés par les livres, des adultes découvrant le plaisir de la lecture. Laure organisa également un petit club de lecture mensuel qui se réunissait à la bibliothèque. Augustin fut invité à y participer et, après une certaine hésitation, accepta. Il découvrit qu'il appréciait les discussions animées sur les livres, les différents points de vue, le partage d'interprétations, et lentement, presque imperceptiblement, sa relation avec Laure évolua. Ce qui avait commencé comme une dynamique formelle d'employeur et d'employé était devenu une amitié sincère. Ils conversaient pendant des heures sur la littérature, la philosophie, la vie. Laure le défiait intellectuellement comme personne ne l'avait fait depuis Cécile. Et Augustin découvrait qu'il appréciait cela. Il appréciait d'avoir quelqu'un qui ne le traitait pas comme un baron riche et puissant, mais simplement comme un homme. Ce fut un après-midi de septembre, 6 mois après le début du travail de Laure, qu'Augustin eut une révélation. Il était dans la bibliothèque, observant Laure organiser les livres qui étaient revenus de réparation, quand elle rit de quelque chose qu'elle avait lu. Le son de son rire léger et sincère fit bouger quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une attraction, plus que cela une affection profonde, peut-être même de l'amour. La pensée le choqua. Comment cela était-il possible? Cécile avait été l'amour de sa vie. Il avait juré qu'il n'aimerait plus jamais, qu'aucune femme n'occuperait jamais sa place dans son cœur. Et pourtant, il était là, ressentant quelque chose pour Laure, qui allait bien au-delà de l'amitié ou de la gratitude. Il lutta contre ses sentiments les semaines suivantes. Il se dit que c'était inapproprié, que Laure était trop jeune, qu'il confondait simplement la camaraderie avec la romance. Mais les sentiments persistèrent, grandirent, refusèrent d'être niés. Octobre arriva, apportant des pluies intenses.
Un après-midi particulièrement orageux, Laure fut bloquée à la demeure, car la route menant à sa maison était inondée. Augustin insista pour qu'elle reste dîner et passe la nuit dans une des chambres d'amis. Pendant le dîner, éclairés par des bougies en raison d'une panne de courant, ils conversèrent plus intimement que jamais. Laure raconta ses rêves d'ouvrir un jour sa propre librairie, un endroit qui serait aussi un café et un espace culturel. Augustin partagea des souvenirs de sa jeunesse, comment il avait presque défié sa famille pour poursuivre une carrière universitaire en littérature, avant de succomber à la pression de reprendre les affaires familiales. « Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves », dit Laure doucement. « Vous pourriez toujours écrire, enseigner, faire ce que vous voulez. Vous avez les ressources et certainement la connaissance. »« Peut-être », acquiesça Augustin, la regardant à travers la lumière dansante des bougies. « Peut-être est-il temps de considérer ce que je veux vraiment pour le reste de ma vie. » Après le dîner, ils allèrent à la bibliothèque. La pluie battait fort contre les fenêtres, créant une atmosphère intime. Laure prit un livre des étagères. « Puis-je vous lire quelque chose, monsieur ?» La question fit bondir le cœur d'Augustin. « Oui, s'il vous plaît. » Elle choisit des poèmes d'Alfred de Musset et commença à lire un poème d'amour, avec sa voix douce et mélodieuse. Augustin ferma les yeux, absorbant simplement les mots, la voix, le moment. Quand elle eut terminé, le silence emplit la bibliothèque, brisé seulement par le bruit de la pluie. Augustin ouvrit les yeux et trouva Laure, le regardant avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Laure, commença sa voix rauque d'émotion. « Je dois vous dire quelque chose. » Et après l'avoir dit, vous êtes libre de partir si vous le souhaitez, sans aucune conséquence pour votre emploi. Elle sembla appréhensive. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ? » Au cours des derniers mois, vous avez ramené la lumière dans ma vie. Vous m'avez aidé à sortir du deuil paralysant où j'étais coincé. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore de la beauté dans le monde, qu'il y a encore des raisons de vivre pleinement, pas seulement d'exister. Il marqua une pause, rassemblant son courage. Et à un certain point de ce processus, je suis tombé amoureux de vous. Laure retint son souffle, les yeux écarquillés. Je sais que j'ai 20 ans de plus, continua Augustin rapidement. Je sais que vous êtes mon employé et que cela crée une dynamique de pouvoir inégale. Je sais que vous ne ressentez peut-être pas la même chose, et c'est très bien. J'avais juste besoin que vous le sachiez. J'avais besoin d'être honnête sur mes sentiments. Le silence qui s'ensuivit sembla durer une éternité. Puis Laure se leva lentement et marcha jusqu'à l'endroit où Augustin était assis. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil pour que leurs visages soient au même niveau. « Monsieur Augustin », elle utilisa son prénom pour la première fois, « vous n'êtes pas seulement mon employeur, pas depuis longtemps. Vous êtes devenu mon meilleur ami, mon confident, quelqu'un que j'admire profondément. Et oui, à un certain point, je suis aussi tombée amoureuse de vous. » Le cœur d'Augustin s'arrêta. « Vous l'avez ressenti ? » « Oui. J'ai essayé de lutter contre cela, me disant toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible. La différence d'âge, notre situation, le fait que vous aimiez toujours votre épouse, mais le cœur n'écoute pas la raison. J'aimerais toujours Cécile, dit Augustin honnêtement. Elle a été mon premier amour, ma compagne, mais j'ai appris que le cœur humain a la capacité d'aimer plus d'une fois. Vous aimer ne diminue pas ce que j'ai ressenti pour elle. Ce sont des amours différents à des moments différents de la vie. Laure sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne veux pas la remplacer, je ne pourrai jamais, mais je veux être à vos côtés, si vous me le permettez. Je veux continuer à apporter de la lumière dans votre vie, tout comme vous avez donné un but à la mienne. Augustin tendit la main et lui toucha doucement le visage. Êtes-vous sûr? Car une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière et il y aura le jugement de la société. Un baron veuf s'impliquant avec une jeune employée. Les gens parleront. Laissez-les parler, dit Laure avec détermination. J'ai appris que les opinions des étrangers n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, si nous construisons quelque chose de vrai. Et là, dans cette bibliothèque qui avait été témoin de tant de deuil et qui témoignait maintenant d'une renaissance, Augustin se pencha et embrassa Laure doucement. Ce fut un baiser tendre, plein de promesses et d'espoir, différent mais non moins significatif, que les baisers qu'il avait partagés avec Cécile des années auparavant. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient à travers leurs larmes. « Alors que faisons-nous maintenant »
demanda Laure. Allons-y doucement, décida Augustin. Il n'y a pas de hâte. Apprenons à nous connaître dans ce nouveau contexte. Voyons si ce que nous ressentons est durable. Et si c'est le cas, nous le rendrons public. Mais pour l'instant, soyons simplement. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Les semaines suivantes, leur relation évolua de l'amitié à la romance, lentement et naturellement, promenades dans les jardins main dans la main, dîners intimes éclairés à la bougie, conversations profondes sur l'avenir et les rêves, baisers volés dans la bibliothèque. Mais ils restèrent discrets, non pas pour de mauvaises raisons, non par honte ou doute, mais parce qu'ils voulaient protéger quelque chose de précieux de la cruauté des jugements d'autrui. Ils voulaient s'assurer que c'était réel, solide, durable, avant de l'exposer à l'examen public. 3 mois plus tard, en décembre, Augustin emmena Laure dîner dans un restaurant élégant à Paris. Là, loin des regards connus de Lyon, ils purent être simplement un couple amoureux. Ils conversèrent, rirent, partagèrent un dessert et quand ils rentrèrent au domaine, la nuit était avancée et tous deux savaient que quelque chose avait changé. Ils étaient prêts pour la prochaine étape. « Épouse-moi », dit Augustin simplement, debout dans le pavillon du jardin sous le clair de lune. Je sais que cela peut sembler précipité pour le monde extérieur, mais pour moi, j'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie. Je ne veux plus perdre de temps à faire semblant que tu n'es que ma bibliothécaire, alors que tu es bien plus. Laure n'hésita pas. Oui, 1000 fois oui. Mais il savait que ce ne serait pas facile. La famille d'Augustin serait choquée. La société jugerait. Il y aurait des murmures, des commérages, peut-être même un scandale. Mais ils étaient prêts à affronter tout cela ensemble. Augustin convoqua une réunion avec sa sœur cadette, Béatrice, qui vivait à Paris. Elle fut la première de la famille à être mise au courant. Comme prévu, elle fut choquée. « Augustin, tu ne peux pas être sérieux. C'est une employée et elle a l'âge d'être ta fille. Elle a 24 ans, Béatrice. J'en ai 43. Ce n'est pas aussi scandaleux que tu le laisses entendre. Si, ça l'est. Que penserait Cécile? La question frappa Augustin durement, mais il était préparé. Cécile voudrait que je sois heureux. Elle n'aimerait pas me voir dépérir dans un deuil éternel. Et Laure me rend heureux, pour la première fois en 6 ans. J'ai l'impression d'être vraiment vivant à nouveau. Béatrice soupira, voyant la détermination sur le visage de son frère. « Tu l'aimes vraiment? Je l'aime de chaque fibre de mon être. Alors, je suppose que je ne peux rien dire pour te faire changer d'avis. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Si elle te rend vraiment heureux, alors peut-être devrais-je la rencontrer correctement avant de la juger. » Ce fut un début. Augustin organisa un dîner où Béatrice rencontra Laure. La sœur arriva préparée à ne pas aimer la jeune femme, mais il fut impossible de maintenir l'hostilité face à la sincérité authentique de Laure, à son intelligence, à son affection manifeste pour Augustin. « Elle est spéciale », admit Béatrice à contre-cœur à la fin de la soirée. « Je pense toujours que vous vous précipitez, mais je peux voir pourquoi tu l'aimes. Elle a quelque chose qu'on ne voit pas souvent, de l'authenticité. » Avec la bénédiction hésitante de Béatrice, Augustin se sentit encouragé. La prochaine étape était de parler au reste de la famille. Il réunit ses cousins, oncles, tous ceux qui comptaient. La réaction fut mitigée, certains choqués, d'autres sceptiques, quelques-uns sincèrement heureux pour lui. Mais Augustin ne demandait pas la permission. Il annonçait une décision déjà prise. « Je vais épouser Laure », annonça-t-il fermement. « Vous pouvez l'approuver ou non, mais cela arrivera. C'est la femme que je choisis de passer le reste de ma vie à ses côtés. » Il y eut des conversations difficiles. Certains membres de la famille menacèrent de prendre leur distance. D'autres exprimèrent des préoccupations concernant l'appropriation et la fortune. Mais Augustin avait fait rédiger un contrat prénuptial par des avocats qui protégeaient le patrimoine familial, non pas parce qu'il se méfiait de Laure, mais pour faire taire les critiques. Laure, à son tour, affronta ses propres batailles. Madame Jeanne s'inquiéta initialement que sa petite-fille s'engage dans quelque chose qui finirait par la blesser. « Grand-mère, » dit Laure patiemment, « je sais ce que je fais. J'aime Augustin. Pas pour l'argent ou la position. Tu m'as élevé mieux que ça. Je l'aime pour l'homme qu'il est, pour sa bonté, son intelligence, pour la façon dont il me voit vraiment. Mais la différence d'âge, pas chérie. Et il a tant aimé sa première épouse. Il l'aime toujours, corrigea Laure. Et j'accepte cela.
Je ne suis pas en compétition avec une mémoire. Je construis un nouvel avenir avec lui. Ce sont des choses différentes. Madame Jeanne finit par céder en voyant le bonheur sincère sur le visage de sa petite fille. Alors, tu as ma bénédiction. Mais s'il te fait du mal, il devra répondre à une cuisinière très en colère. Le mariage fut fixé pour mars de l'année suivante, 6 mois après la demande. Augustin voulait laisser le temps à la société de s'habituer à l'idée pour que les premières rumeurs s'apaisent, mais il voulait aussi que ce soit spécial, parfait. Ce fut Laure qui suggéra de se marier à la bibliothèque. « C'est là que tout a vraiment commencé, » dit-elle, « où vous avez rouvert votre cœur, où nous nous sommes connectés à travers l'amour partagé des livres. Je ne peux imaginer un endroit plus approprié. » Augustin adora l'idée. La bibliothèque serait transformée pour la cérémonie, conservant son essence mais ajoutant des fleurs, des bougies, des chaises pour les quelques invités qui seraient conviés. Dans les mois précédant le mariage, Augustin visita la tombe de Cécile pour la première fois depuis des années. Il apporta des fleurs fraîches et s'agenouilla devant la pierre tombale de marbre. « Mon amour, » commença-t-il doucement, « je sais que tu comprendrais. L'or ne te remplace pas. Personne ne le pourrait jamais. Tu as été et seras toujours mon premier amour, la femme qui m'a appris ce que signifiait aimer profondément. Mais tu ne voudrais pas me voir dépérir dans la solitude pour le reste de ma vie. » Le vent souffla doucement, agitant les feuilles des arbres autour du cimetière. Augustin choisit d'interpréter cela comme une approbation. Laure est différente de toi à bien des égards, mais similaire à d'autres. Elle aime les livres comme tu les aimais. Elle voit la beauté là où d'autres ne voient que la praticité. Elle me défie, me fait réfléchir, me fait ressentir et, plus important encore, elle me rend heureux, vraiment heureux. Il resta là pendant 1 heure, partageant ses projets, ses sentiments, sa gratitude pour tout ce que Cécile avait été pour lui. Quand il se leva enfin pour partir, il ressentit la paix, le sentiment d'avoir reçu la permission, non de Cécile. Elle n'était plus là pour la donner, mais de lui-même, la permission d'avancer, d'aimer à nouveau, de vivre pleinement. La nouvelle du mariage imminent se répandit rapidement dans la région. Comme prévu, il y eut du scandale. Des commérages cruels sur les différences d'âge, les motivations financières, la trahison de la mémoire de feu la baronne. Augustin et Laure firent de face à tout cela avec dignité, refusant de défendre ou de justifier leur amour. « Les gens parleront toujours », dit Augustin calmement quand Laure fut contrariée par un commérage particulièrement malveillant. Mais au final, seul compte ce que nous savons être la vérité. Et la vérité est que nous nous aimons, que ceci est réel, que nous construisons quelque chose de beau ensemble. La cérémonie fut intime, seulement 40 invités. La famille proche qui soutenait l'union, de vrais amis, et tous les employés du domaine qui étaient devenus une famille élargie au fil des ans. La bibliothèque fut transformée en un lieu magique. Des centaines de bougies créaient une douce lumière dorée. Des fleurs blanches s'entremêlaient aux étagères de livres. Une simple allée de pétales de roses menait à l'autel improvisé devant le fauteuil vert qui avait été celui de Cécile. Laure entra, portant une robe de soie blanche simple mais élégante, sans voile, juste un délicat diadème de fleurs naturelles dans ses cheveux détachés. Elle marchait seule, sans personne pour la donner, car, comme elle l'expliqua, « Je ne suis pas une propriété à transférer. Je viens à vous par mon propre choix. » Augustin l'attendait, portant un impeccable costume sombre, les yeux brillants de larmes non versées. Quand Laure arriva à ses côtés, il prit ses mains et murmura « Vous êtes magnifique ». La cérémonie fut célébrée par le prêtre de la chapelle du domaine, qui connaissait Augustin depuis l'enfance. Il la garda simple, se concentrant sur l'essence de l'engagement. 2 personnes choisissant de construire une vie ensemble, basée sur l'amour, le respect et la camaraderie. Quand vint le moment des vœux, Augustin commença. « Laure, » commença-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion. « Vous êtes entrée dans ma vie quand j'étais perdu dans l'obscurité. Vous y avez apporté la lumière, non pas de manière abrupte ou aveuglante, mais douce comme l'aube. Vous m'avez appris qu'il est possible d'aimer à nouveau, sans diminuer ce qui a précédé, que le cœur a une capacité infinie quand nous le lui permettons. Je promets de vous honorer chaque jour. Je promets de vous voir vraiment, de voir qui vous êtes. Pas une version idéalisée, mais la personne réelle et merveilleuse devant moi. Je promets de grandir avec vous, d'apprendre de vous, de construire une vie qui honore à la fois notre présent et nos passés.
Je promets de vous aimer dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, dans toutes les saisons de la vie qui nous attendent encore. » Des larmes coulaient librement sur le visage de Laure quand vint son tour. « Augustin, quand je suis entré pour la première fois dans cette bibliothèque, je n'étais qu'une jeune femme cherchant un emploi, mais vous m'avez vu comme plus. Vous m'avez traité non comme une employée, mais comme une égale. Vous m'avez confié ce que vous aviez de plus précieux, les souvenirs de la femme que vous avez aimée, l'espace qu'elle a créé. Dans ce processus, je suis tombée amoureuse, non pas du baron riche ou de la belle demeure, mais de l'homme gentil, qui s'occupe personnellement des chevaux, qui parle de littérature avec passion, qui entretient des jardins fleuris en mémoire de quelqu'un qu'il a aimé. Je promets d'honorer votre passé pendant que nous construisons notre avenir. Je promets d'être votre compagne, votre amie, votre partenaire dans toutes les aventures à venir. Je promets de vous aimer avec la même profondeur que j'aime les livres qui nous ont unis. » Il n'y eut pas un œil sec dans la bibliothèque quand le prêtre les déclara mari et femme. Le baiser fut tendre, plein de promesses, témoigné par tous ceux qui comptaient. La réception eut lieu dans le jardin sous les guirlandes lumineuses, avec des mets préparés par Madame Jeanne, qui avait personnellement insisté pour créer le banquet de mariage de sa petite-fille. Musique en direct d'un quatuor à cordes, conversation animée et rires sincères. Pendant le dîner, Béatrice porta un toast. « J'avoue que j'avais des doutes quand mon frère a annoncé ce mariage. Mais vous voyant ensemble, voyant la façon dont vous vous regardez, comment vous vous complétez, mes doutes se sont envolés. Cécile ne voudrait pas voir Augustin dépérir dans la solitude. Elle voudrait le voir heureux, vivant, aimant à nouveau. Et Laure, vous le rendez clairement heureux. Bienvenue dans la famille. » Ce fut un moment de guérison, d'acceptation, de regard vers l'avenir, plutôt que de rester figé dans le passé. Quand la nuit tomba complètement et que les invités commencèrent à partir, Augustin et Laure restèrent dans le pavillon du jardin, observant les étoiles. Ils étaient mariés, officiellement unis, le début d'un nouveau voyage. « À quoi pensez-vous » demanda Laure, blottie contre la poitrine d'Augustin. « Je pense que la vie est étrange et merveilleuse, que nous n'aurions jamais pu planifier cela. Vous venant ici, nous tombant amoureux, construisant cela ensemble, c'est comme si l'univers avait conspiré pour nous unir. » « Ou peut-être, » suggéra Laure doucement. « Peut-être Cécile a-t-elle conspiré. D'où qu'elle soit, peut-être vous a-t-elle vu souffrir et a-t-elle envoyé quelqu'un pour prendre soin de vous. » Augustin y réfléchit. « Vous savez, je crois qu'elle vous aurait aimé. Vous auriez eu des discussions passionnées sur la littérature. Elle pensait aussi que Madame Bovary était injustement jugée. » Laure rit. « Ah, alors nous sommes en désaccord là-dessus. Je vais devoir relire et voir si je peux comprendre votre perspective. »« Notre perspective, » corrigea Augustin. « C'est ainsi que cela fonctionne maintenant. Nous, non plus moi seul, mais nous, ensemble. » Les mois suivants furent ceux de l'adaptation et de la croissance. Laure emménagea officiellement dans les appartements baroniaux, partageant la chambre principale avec Augustin. Ce fut étrange au début, tous deux habitués à l'indépendance, mais ils trouvèrent progressivement leur rythme. Laure continua à gérer la bibliothèque, mais avec plus d'ambition. Elle élargit le programme communautaire, commença à inviter des auteurs locaux pour des lectures, établit un programme d'alphabétisation pour les adultes de la région. La bibliothèque devint un véritable centre culturel et Laure sa curatrice passionnée. Augustin, inspiré par la passion de son épouse, commença à écrire. Rien de grand, juste des essais sur la littérature française, des analyses d'œuvres qu'il aimait. Il en soumit quelques-uns à des revues littéraires et fut choqué quand ils furent acceptés. Il commença finalement à travailler sur un livre sur l'évolution du roman français. « Vous voyez » dit Laure fièrement quand son premier article fut publié. « Je vous avais dit que vous aviez tant à apporter au-delà de la simple gestion du domaine. » Un an après le mariage, il dînait quand Laure fit une annonce qui allait tout changer à nouveau. « Augustin, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il la regarda, remarquant pour la première fois une expression différente sur son visage. Nervosité mêlée de joie. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je suis enceinte. » Le monde d'Augustin s'arrêta. Enceinte ? Il allait être père. À 44 ans, alors qu'il pensait que ce chapitre de sa vie ne s'ouvrirait jamais, il était sur le point d'avoir un enfant. « Vous êtes sûr ?»« Absolument. J'ai confirmé avec le médecin ce matin, j'en suis à 2 mois. » Elle hésita. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ? » «
Je sais que nous n'avions pas planifié, que vous n'êtes peut-être pas prêt. » Augustin se leva brusquement, contourna la table et serra Laure dans ses bras. « Je suis absolument transporté, effrayé aussi, je ne vais pas mentir, mais surtout heureux, immensément heureux. » Des larmes de joie coulèrent sur leurs deux visages. Il y avait là quelque chose qu'Augustin avait cru impossible, une seconde chance, non seulement d'amour, mais de famille, d'avenir. La grossesse se déroula sans encombre. Laure rayonnait littéralement de la maternité imminente. Augustin était attentionné à l'extrême, parfois excessivement, faisant rire Laure par ses préoccupations constantes. « Augustin, je suis enceinte, pas malade », disait-elle quand il insistait pour qu'elle se repose au lieu de travailler à la bibliothèque. Mais elle appréciait ses soins, sachant qu'ils venaient d'un amour profond. 6 mois plus tard, par une tranquille nuit d'octobre, Laure entra en travail. Contrairement à l'époque de Cécile, la médecine avait progressé. Ils se rendirent à l'hôpital de Lyon, où une équipe compétente d'obstétriciens les attendait. Augustin tint la main de Laure à travers chaque contraction, offrant des mots d'encouragement, même quand il était lui-même terrifié. Des souvenirs de la perte de Cécile menaçaient de l'étouffer, mais il les repoussait. C'était différent. Laure était forte, la médecine était meilleure, tout irait bien. Et ce fut le cas. Après 12 heures de travail, un cri fort et sain résonna dans la salle d'accouchement. Une petite fille parfaite en tout point, avec les yeux foncés de son père et le nez délicat de sa mère. « Elle est magnifique », murmura Laure, épuisée mais radieuse, serrant le bébé contre sa poitrine. Augustin regarda sa fille avec émerveillement. La vie, une nouvelle vie, un miracle si simple, mais si profond. Comment devrions-nous l'appeler? Laure le regarda avec tendresse. J'ai pensé peut-être Cécile, pour honorer celle qui est venue avant, mais seulement si vous êtes à l'aise avec cela. Augustin sentit des larmes monter. Cécile Laure, décida-t-il, honorant le passé et le présent. Parfait. L'arrivée de Cécile Laure transforma complètement la maison. Des bruits de bébés emplissaient les couloirs, des pleurs, des rires, les bruits incompréhensibles d'un enfant découvrant le monde. La bibliothèque, qui avait été un mausolée puis un sanctuaire, redevint un espace vivant, avec Cécile Laure rampant entre les étagères, puis, plus âgée, tirant des livres pour regarder les images. Augustin découvrit qu'être père à la quarantaine avait des avantages. Il avait une patience qu'il n'aurait pas eue à 20 ans. Il avait la sagesse de la vie à transmettre, et, plus important encore, il avait de la perspective. Il savait à quel point cet enfant était précieux, à quelle vitesse le temps passait, et il était déterminé à profiter de chaque instant. Laure s'épanouit en tant que mère, équilibrant le soin de Cécile Laure avec son travail à la bibliothèque. Madame Jeanne, désormais arrière-grand-mère fière, aidait quand elle le pouvait, ses yeux brillant chaque fois qu'elle tenait son arrière-petite-fille. « Vous avez construit une belle famille », dit-elle à Laure à l'un de ces moments. « Malgré toutes les difficultés, tous les jugements, vous avez construit quelque chose de réel et de vrai. »« J'ai appris de la meilleure », répondit Laure en embrassant sa grand-mère. « Vous m'avez enseigné que la famille n'est pas une question de perfection ou de respect des attentes sociales. C'est une question d'amour, d'engagement, d'être présents les uns pour les autres. » Les années passèrent avec la vite.